Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de parler du diagnostic microbiologique, justement, de la diphtérie et de la coqueluche. On m'a demandé un peu de mettre l'accent sur la qualité du prélèvement, qui cibler en prélevant et comment on fait pour acheminer les prélèvements. C'est surtout ça. Je vais un peu aussi développer quelques techniques microbiologiques qu'on utilise au laboratoire pour la mise en évidence des agents en cause. Je commencerai par dire que la diphtérie et la coqueluche sont des maladies qui sont évitables par la vaccination et qui font partie de notre programme élargi de vaccination et que toute baisse de cette couverture vaccinale dont on en parle depuis ce matin va entraîner la réémergence de ces pathologies, chose que nous avons rencontrées sur le terrain récemment. La maîtrise, bien sûr, de toute situation épidémiologique va passer par un diagnostic qui est efficient. Qui dit diagnostic efficient dit bien sûr cibler une population qui est à risque de faire donc ces pathologies. Et dans un premier temps, je vais bien sûr développer le diagnostic microbiologique de la diphtérie, qui est considéré bien sûr comme une urgence diagnostique et surtout thérapeutique, et cela conformément à l'instruction qui a été déjà publiée. Je rappelle, comme a dit tout à l'heure le Dr Zertal, que la diphtérie est causée par 3 espèces qui font partie du complexe diphtérié, Corynebacterium diphtheriae, Ulcerans pseudotuberculosis, mais ce sont surtout ce qui nous intéresse, les souches qui sont porteuses du gène TOX, c'est-à-dire des souches toxinogènes. Bien sûr, qui dit souche toxinogène, c'est-à-dire que nous avons d'abord l'effet de la bactérie qui se produit localement au niveau donc, des voies respiratoires et à distance, qui est bien sûr dû à l'effet de la toxine. Si on regarde cette figure, c'est juste pour vous rappeler les périodes d'incubation, c'est-à-dire après un contact avec un cas. Vous pouvez donc développer les symptômes au bout de 4 jours. Ça commence par des symptômes locaux, c'est la présence du germe au niveau du pharynx et nasal, et après 1 semaine, 2 semaines, si le patient n'est pas pris correctement en charge, on risque d'avoir les complications. On commence par les complications cardiaques et tardivement par les complications neurologiques. C'est surtout à ce moment-là qu'il faut prélever, c'est-à-dire à partir du début des symptômes, c'est là où on peut obtenir de la culture et surtout obtenir donc la souche qui va bien sûr nous intéresser pour faire tout ce qui est identification, prouver que c'est une souche toxinogène et bien sûr passer par les tests de sensibilité aux antibiotiques. C'est juste pour visualiser un peu ce qu'il faut faire. Ce sont un peu les aspects cliniques donc, de la diphtérie. C'est surtout l'angine diphtérique. C'est celle-là qu'il faut donc traquer au départ. Donc, rechercher ces symptômes au niveau donc, de la gorge. Mais il y a aussi les manifestations cutanées qu'on peut rencontrer et ces lésions qu'il faut prélever bien sûr et ne pas omettre cette entité clinique parce que nous avons rencontré aussi sur le terrain des entités cliniques qui sont faites de diphtérie cutanée. Finalement, on va prélever qui? C'est surtout savoir qui prélever. Bien sûr, devant tout cas suspect de diphtérie, il faut prélever. Il y a des critères cliniques qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la présence d'une pharyngite, d'une rhinopharyngite, mais pas la pharyngite et la rhinopharyngite qu'on rencontre dans la période hivernale, c'est-à-dire qui est due au virus. C'est surtout aussi la présence de cette pseudomembrane qu'il faut cibler, qui doit être adhérente au pharynx et aux amygdales, qu'il faut rechercher. Et bien sûr, il faut aussi faire une anamnèse qui est correcte et bien sûr cibler les critères épidémiologiques, c'est-à-dire insister auprès du patient, est-ce qu'il y a eu un voyage en zone d'endémie ou d'épidémie au cours des 10 derniers jours? Est-ce qu'il y a eu un contact étroit avec un patient qui revient d'une zone d'endémie? Et bien sûr, s'il y a un contact présent avec un cas de diphtérie confirmé. Avant tout prélèvement, il est très important de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. C'est toujours, comme l'a dit tout à l'heure Dr Zertal, c'est une maladie qui est contagieuse. Il y a bien sûr des mesures qu'il faut prendre au départ. Il est important que le personnel de santé soit formé sur ce plan. Il doit porter tout ce qui est équipement donc, de protection individuelle, à savoir le masque de type FFP2, des gants, une blouse blanche surtout, et des lunettes, bien sûr, pour
être protégé contre tout événement. Bien sûr, et on n'insistera jamais assez pour dire que le personnel de santé doit être correctement vacciné avec les doses de rappel requises du vaccin contre la diphtérie, sachant qu'on est tous confrontés à être en contact avec des personnes qui sont atteintes et insister toujours sur le lavage des mains avant et après la réalisation de tout prélèvement. Tout prélèvement doit être réalisé avant toute antibiothérapie pour donner toutes les chances à la culture, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir le germe. En cas de forme respiratoire, il est important de prélever au niveau pharyngé, c'est-à-dire la gorge, qui est réalisé à l'extrémité ou en dessous de toute pseudomembrane présente. Un prélèvement nasal, je vous assure que souvent on l'a dans le nasal par rapport au site pharyngé. Et bien sûr, quand on peut prélever la fausse membrane, il faut le faire séparément dans un autre tube, ça c'est important, sachant que cette membrane, elle doit être détachable, donc ça se détache et vous pouvez la prélever. C'est ce qu'on appelle la présence d'une pseudo-membrane. Bien sûr, en cas de diphtérie cutanée, il faut prélever et faire un prélèvement cutanéo muqueux. Ce tableau, c'est pour résumer les conditions à respecter au moment de faire le prélèvement. Bien sûr, quand on fait un écouvillonnage pharyngé et un écouvillonnage nasal, il faut toujours spécifier sur l'écouvillon le site de prélèvement. C'est important pour nous de savoir est-ce que nous sommes au niveau du pharynx ou au niveau nasal. Bien sûr, l'écouvillonnage nasal et pharyngé, il est destiné pour deux techniques de laboratoire qui sont très, très importantes pour le diagnostic de la diphtérie, la culture et bien sûr la PCR. Ces prélèvements doivent être réalisés, alors ça on insiste, pour la culture avec un écouvillon en coton ou en dacron. Par contre, pour la PCR, il faut utiliser un écouvillon en dacron ou en polyester. Parce qu'un écouvillon en coton, ça risque d'inhiber la PCR. On ne peut pas faire une PCR sur un écouvillon en coton. Le transport doit être, bien sûr, possible immédiatement à température ambiante. Ne rajoutez rien dans les écouvillons, s'il vous plaît, parce qu'on a été confronté à des situations où il y avait beaucoup d'eau physiologique à l'intérieur. Malheureusement, ça peut compromettre la culture, ça peut compromettre aussi le rendu de résultat en matière de PCR. Utilisez des milieux de transport, mais pas le milieu qu'on utilise, s'il vous plaît, pour le transport des écouvillons pour la recherche de la Covid. Ça, c'est proscrit. Il faut utiliser le milieu AMIS, le milieu de steward, ou carrément laisser le tube stérile. C'est beaucoup plus simple pour nous pour réaliser le diagnostic. La fausse membrane, elle doit être prélevée séparément dans un tube stérile ou avec l'écouvillon. Vous allez l'adresser pour culture et PCR, bien sûr, et celle-là, elle est réalisée par des pinces. Dès que vous avez des pinces, vous pouvez détacher donc cette membrane et la mettre carrément dans un écouvillon ou dans un tube et vous transportez rapidement. À défaut du transport rapide, vous pouvez garder tout ça au frigo, tout simplement, sans mettre dedans quoi que ce soit. Donc, vous pouvez mettre juste un tout petit peu d'eau physiologique pour ne pas que ça sèche immédiatement. Bien sûr, vous allez procéder à l'étiquetement de tous les prélèvements et vous devez bien sûr inscrire correctement, ça c'est une demande franchement qu'on insiste dessus, le nom, le prénom. Parfois, on a des confusions. Le prélèvement est réalisé chez un patient, ce qui est inscrit sur la fiche, ce qui est inscrit sur le tube. C'est pas la même chose. On risque de rejeter le prélèvement pour des problèmes ainsi, malheureusement. Il faut préciser, je réitère, le site de prélèvement, c'est important. L'origine, c'est-à-dire ça vient de quelle région, et puis la date et l'heure. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va procéder dans un deuxième temps à faire des contrôles chez ces patients. Tout prélèvement doit être accompagné, bien sûr, d'une fiche de renseignement. Et la fiche de renseignement doit préciser si on est devant un cas suspect ou un cas contact. C'est parce que la démarche n'est pas la même. Il faut préciser le statut vaccinal et l'antibiothérapie qui est en cours si elle a été débutée. Voici la fiche qu'on partage sur notre site. Souvent, c'est une fiche qui comporte l'essentiel des renseignements à remplir. Sur le plan traitement donc, des prélèvements au niveau du laboratoire, nous aussi au niveau du laboratoire, on prend toutes les mesures nécessaires. Le prélèvement, il est fait bien sûr après évaluation de risque, toujours dans un laboratoire de type P2, c'est-à-dire nous mettons les EPI et nous travaillons sous haute
C'est-à-dire, j'invite ceux qui sont dans des laboratoires, si vous avez une suspicion, bien sûr, de diphtérie à traiter ou à manipuler, il est primordial de disposer au moins d'un PSM type A2 et bien sûr de porter les équipements de protection individuelle et d'être à jour toujours, bien sûr, par rapport à la vaccination antidiphtérique. Comment peut-on procéder au niveau du laboratoire? Ça veut dire ce qu'on reçoit comme prélèvement, que ce soit des écouvillons ou bien une fausse membrane. Nous allons procéder dans un premier temps, après qualification des prélèvements, je le dis bien, qualification du prélèvement, c'est-à-dire on doit juger est-ce qu'on peut faire en même temps la PCR et la culture, chose qu'on fait quand il y a la possibilité de le faire. Quand le prélèvement n'est pas conforme, on favorise toujours, bien sûr, la culture. Malheureusement, on est conditionné par la qualité du prélèvement, bien sûr, pour une qualité de résultat au bout de la chaîne. Le premier jour, donc, on procède à une PCR, on recherche directement le gène TOX. Pourquoi on cible le gène TOX? Parce que dans la définition de la diphtérie, ce sont les souches toxinogènes qui nous intéressent. Dès qu'on a un résultat qui est positif, on transmet et on déclare, c'est ce qu'on fait systématiquement. On lance la culture. Bien sûr, la culture, elle va servir à isoler, identifier Corynebacterium diphtheriae. Je vous dirais que pour la culture, ça prend minimum 72 heures. Pourquoi? Parce qu'on travaille à partir d'un site où il y a une flore bactérienne et il faut savoir repérer le Corynebacterium diphtheriae parmi cette flore. Parfois, nous recevons des prélèvements qui sont faits sur le milieu d'enrichissement, qui est le milieu de l'eau-fleur. Les professionnels de la santé le connaissent. Même à partir d'un eau-fleur, on est obligé de repiquer pour la culture et d'attendre pratiquement les 72 heures pour pouvoir, bien sûr, isoler, identifier Corynebacterium diphtheriae. Mais l'isolement ne s'arrête pas là, on est obligé de passer par le test d'Elec, c'est pour confirmer que la souche est toxinogène, et ce sont les souches qui sont productrices de la toxine qui sont qualifiées, bien sûr, de cas de diphtérie, et non pas les souches non toxinogènes. Bien sûr, donc, c'est juste pour vous rappeler que le diagnostic direct reste la culture qui est la technique de référence. Ça permet donc de faire des tests de sensibilité derrière et bien sûr par la suite de suivre l'évolution des souches parce qu'on peut tracer par biologie moléculaire, par caractérisation génétique, les déplacements des souches et les déplacements de population. C'est comme ça qu'on peut bien sûr caractériser les nouvelles souches qui rentrent chez nous. En grosso modo, c'est un peu ce qui se passe au niveau du laboratoire. Les prélèvements sont ensemencés. Ce que vous voyez sur les photos, ce sont les cultures de Corynebacterium diphtheriae. Ce sont des photos du laboratoire. Donc, ce sont les souches que nous isolons. Nous avons les milieux qui sont standards et des milieux qui sont spécifiques qu'on utilise pour étayer le diagnostic, notamment le milieu TINSDA, qui est un milieu spécifique pour Corynebacterium diphtheriae. Bien sûr, on confirme tout cela par le gramme, par la culture, par les galeries d'identification. Et ça, ce que vous avez sur les photos, regardez, vous avez des colonies tout simplement blanches qui sont des colonies de Corynebacterium diphtheriae avec une flore bactérienne qui est présente là sur la photo. Là, nous avons aussi, même à partir d'un milieu qui est sélectif, vous voyez, il faut le repérer, il est là. Ce sont des colonies qui sont noires avec, bien sûr, un halo brun qu'on arrive à repérer à partir d'une, bien sûr, flore polymicrobienne. Ce qui est important, c'est surtout de faire le test d'Elec, parce que selon la définition de l'OMS, ce sont les souches toxinogènes. Dans un nouveau foyer, on est obligé d'avoir de la culture et de confirmer les premières souches qu'elles sont toxinogènes. Quand on a une nouvelle demande d'une nouvelle wilaya, on passe par la culture qui est le gold standard. Il faut isoler la souche et il faut que la souche soit tox plus. C'est la technique qui est gold standard, c'est le test d'Elec. C'est un test d'immunodiffusion, à vrai dire. On met en contact donc la souche avec le sérum et quand il y a l'apparition de l'arc, ce sont des souches qui sont productrices de toxines et c'est sur la base de ce test qu'on dit que la souche est toxinogène. Bien sûr, le diagnostic moléculaire, il est là, bien sûr, pour nous faciliter les choses. Ça nous permet donc de poser rapidement le diagnostic de la présence d'une souche toxinogène, mais
on vous dit que la PCR pourrait être utilisée comme test de confirmation tant que la culture et le test d'élèves ont confirmé la diphtérie toxigène dans au moins 5 cas dans une région. C'est-à-dire, franchement, pour une nouvelle région, on est obligé d'attendre la culture. Bien sûr, la sérologie reste un diagnostic qui est rétrospectif, mais qui n'a pas trop d'intérêt par rapport à la prise en charge des patients. À vrai dire, ça, la diapo, c'est juste pour vous dire un peu les définitions des cas qui existent dans notre circulaire, donc qui a été donc diffusé. Et c'est grâce, bien sûr, aux cas qui sont confirmés au niveau du laboratoire, qui sont considérés réellement comme des cas confirmés. Et bien sûr, en fonction de la position sur ce diagramme, vous pouvez être soit un cas rejeté, soit un cas qui est épidémiologiquement relié, ou bien sûr un cas confirmé au laboratoire. Qu'en est-il de la coqueluche? La coqueluche, bien sûr, elle est due à Bordetella pertussis, qui est le bacille de Bordetella, qui est un bacillogramme négatif. Un bacillogramme négatif, bien sûr, qui est très exigeant. Quand je dis très exigeant, c'est-à-dire qu'on a parfois du mal à l'isoler. Ça met énormément de temps. La culture, elle met minimum 5 à 7 jours. La bactérie possède beaucoup de facteurs de virulence, c'est ce qui fait sa particularité justement. Elle possède des toxines et des adhésines qui sont bien sûr à la base de la clinique qui est générée par cette bactérie. Elle est à transmission aérienne, il suffit d'être en contact avec une personne, à vrai dire, qui tousse. Vous pouvez donc contracter la maladie. Souvent, c'est une maladie qui est intrafamiliale et intracollectivité parce qu'on se contamine dans des espaces qui sont confinés, oui, quand il y a un tousseur avec nous. L'homme, c'est le seul réservoir de ce pathogène, bien sûr, avant l'âge de la vaccination, comme l'a bien dit le professeur Boukari. C'était une maladie qui était très fréquente et qui a baissé grâce à la vaccination. Et malheureusement, c'est une pathologie qui dure sur 4 semaines minimum, où vous avez une phase catarrhale au départ, qui est suivie bien sûr d'une phase paroxysmale qui est caractérisée par beaucoup de quintes. C'est une maladie qui était responsable d'une morbimortalité qui était très importante avant l'introduction de la vaccination. Et aujourd'hui, comme l'a bien dit, les formes graves sont surtout observées chez les nourrissons non protégés par la vaccination, c'est-à-dire avant l'âge de la vaccination, avant 8 semaines, et les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes qui constituent bien sûr, malheureusement, des personnes à risque. Ça, c'est juste pour revenir un peu sur les formes cliniques. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la phase de la maladie qu'on va appliquer une méthode de diagnostic. Nous avons une incubation dans la pathologie qui est en moyenne de 7 à 10 jours. S'ensuit une phase catarrhale qui va durer 1 à 2 semaines et bien sûr, elle n'est bruyante qu'à partir de la 2e semaine où nous commençons à avoir la phase paroxysmale, avec des quintes qui sont très fréquentes. Justement, cette pathologie, elle risque d'être très grave chez le nourrisson et donnant bien sûr surtout des toux cyanosantes et responsable parfois d'apnée chez cette catégorie et entraîner par la suite une forme maligne faite de détresse respiratoire. Qu'en est-il des classifications des cas? Comme l'a bien dit le professeur Boukari, un cas confirmé, c'est un cas qui a été identifié au laboratoire, soit par PCR, soit par culture. Et bien sûr, c'est le cas épidémiologiquement lié, c'est le cas contact. Un cas possible, il est cliniquement suspect, mais les tests de laboratoire, malheureusement, n'ont pas été faits ou sont revenus négatifs. Qu'en est-il du diagnostic? Nous avons le diagnostic direct, grâce à la culture toujours, qui reste le gold standard. Mais ce qui nous a surtout facilité maintenant les choses, c'est la présence, bien sûr, des outils moléculaires. Nous préférons actuellement faire des PCR en temps réel pour le diagnostic de Bordetella pertussis. Bien sûr, ce diagnostic, il se fait à partir de prélèvements nasopharyngés. Il y a un diagnostic indirect qui est fait, bien sûr, de sérologie. C'est la détection des anticorps pertussis toxine, mais uniquement, il est fait pour des enquêtes épidémiologiques. Si on regarde cette slide, c'est pour vous définir à quel moment doit-on utiliser quelle technique. La PCR, elle reste positive jusqu'à presque 8 semaines. Donc, vous remarquez qu'à partir de la période d'incubation jusqu'à presque la fin de la phase paroxysmale,
la PCR risque d'être positive. La culture, par contre, elle est positive pendant la phase catarrhale et pratiquement une semaine au début de la semaine de la phase paroxysmale. Cognitive des prélèvements, donc chez le nourrisson et le nouveau-né, nous réalisons une aspiration nasopharyngée. Et chez les enfants de plus de 3 ans, ou l'adolescent ou l'adulte, nous pouvons réaliser toujours l'aspiration, mais les malades préfèrent faire un écouvillonnage. On fait un écouvillonnage avec des écouvillons en Dacron. Le transport doit être immédiat au laboratoire. À défaut, bien sûr, vous pouvez garder, bien sûr, les prélèvements à +4 ou parfois carrément à -20 quand on procède à faire de la PCR. Donc ça, c'est pour réaliser le prélèvement nasopharyngé, donc on cible pratiquement dans cette partie du nasopharynx. Donc on récupère donc les mucosités qui sont à ce niveau, qui sont transportées donc rapidement. On procède à la culture, on fait la culture qui est le col de standard, mais malheureusement les délais d'incubation sont très longs, ils sont de 7 à 10 jours, et sa sensibilité elle est faible, elle est aux alentours de 30 à 60%. Donc, ça ne nous rend pas vraiment service au départ. Par contre, la PCR, elle est rapidement positive. Elle cible plusieurs cibles. Pourquoi? C'est pour augmenter les chances d'identifier donc Bordetella pertussis et pratiquement, elle reste positive longtemps, jusqu'à 8 semaines après le début des symptômes. Et nous avons un rendu de résultat dans les 3 heures, pratiquement dans la journée, quand on lance le jour même la technique. Bien sûr, il y a sur le marché d'autres outils qui sont la PCR multiplex. C'est juste pour attirer l'attention, peut-être beaucoup de collègues possèdent cette solution, mais il est bon de rappeler que cette technique reste moins sensible que la PCR en temps réel et que nous avons des risques de résultats faussement négatifs avec cette technologie. C'est juste pour faire une petite approche comparative entre ces deux techniques. C'est pour rappeler que la PCR en temps réel reste pratiquement le gold standard actuellement en matière de diagnostic de la coqueluche. Le diagnostic sérologique, c'est surtout un diagnostic rétrospectif et je vous remercie pour votre attention.